commission de la CEDEAO, monsieur le secrétaire général du Parlement de la CEDEAO, honorable député de la je voudrais prima abord la gratitude du président du Parlement de la CEDEAO et honorable député du Parlement nous avoir dit à participer à la première session du Parlement de la CEDEAO. Nous avons pu à la cérémonie de lecture. Je voudrais également réaffirmer, comme je l'ai fait dans mon émission, l'engagement à renforcer sa relation avec le Parlement dans l'objectif commun de promouvoir la intégration régionale de la CEDEAO. Comme indiqué par le président du Parlement, la présentation d'un rapport sur l'état de la communauté est conforme à l'article 32 de l'acte additionnel de la CEDEAO relatif au renforcement des prérogatives du Parlement de la CEDEAO. Après donc ma présentation générale sur l'état de la communauté, les commissaires interviendront selon un programme de rencontres élaboré conjointement, interviendront donc de manière plus spécifique sur les points qui concernent leur domaine d'intervention afin de vous apporter les clarifications et les nombreuses questions spécifiques que vous pourriez avoir. Je vais donc commencer la présentation donc, de l'état de la communauté. Bon, je n'arrive pas à suivre ce qu'il y a sur la présentation, donc je ne sais pas très bien qu'est-ce qui est présenté. Donc il faudrait qu'on suive de manière détaillée ma présentation. Nous avons donc un plan que nous vous proposons pour vous donner un aperçu global de l'état de la communauté. Le premier point, c'est vous donner un peu la situation sur l'environnement économique et l'environnement international, puisque nous allons parler surtout d'abord donc de questions économiques globales. Donc, au niveau mondial, la croissance reste autour de 3%, 3,6% en 2018 en légère décélération, mais c'est surtout en Afrique où on note que la croissance en 2018, pour lesquels nous avons les chiffres confirmés, sont de 3%, donc quasiment le même niveau de croissance que l'année 2017. Et ce taux devrait donc être légèrement en hausse dans les projections pour l'année en cours, c'est-à-dire l'année 2019. Mais de manière plus intéressante, c'est ce qui se passe au niveau du continent africain dans le détail. Et quand on regarde notre région, je ne sais pas si ça suit la présentation. Je ne sais pas si ça suit dans la présentation. Merci. La croissance dans notre région depuis 2 ans augmente légèrement, mais nous sommes passés de 2,4% en 2017 à 3,1% en 2018 et devrait encore légèrement augmenter. C'est la reprise économique dans l'économie la plus importante, le Nigeria. Mais on voit que sur le continent, c'est l'Afrique du Nord qui continue à avoir la croissance la plus forte, la région Nord, parce que la croissance en 2018 dans cette région est au-dessus de 5%, suivi donc de la région Est. Et il nous faut donc continuer, puisque nous arrivons tout de suite après la région Ouest avec la région Sud. Nous arrivons donc tout de suite après la région Est. Et donc il faut que nous poursuivons nos efforts pour faire en sorte que la croissance soit encore plus forte. Les projections nous situent à 3,4%, c'est encore une amélioration. Mais nous sommes dans la bonne dynamique, nous sommes dans la bonne tendance.
mais nous avons encore des efforts que nous devons faire. Quand on va dans la situation un peu plus détaillée, on se rend compte qu'il y a quand même 6 pays dans notre région qui ont des taux de croissance au-dessus de 6%, donc ça c'est à encourager, à souhaiter que ce nombre augmente. La croissance est liée essentiellement à ce qu'on a observé, c'est-à-dire l'augmentation des coûts du pétrole, qui est une des matières premières essentielles de notre région. Nous avons la production agricole qui est en amélioration, la croissance, la campagne agricole a été positive, parce qu'on a quand même connu, par rapport aux années récentes, donc une amélioration, et des investissements importants dans les infrastructures notamment, qui sont faits par les États. Mais de manière globale, une des contraintes fortes qui affecte notre région, et on va en parler un peu plus longtemps dans le document, c'est vraiment, au-delà donc de ces paramètres qui sont positifs, il y a un paramètre qui est négatif et qui affecte fortement l'environnement, que ce soit économique, mais surtout social et humain, dans notre région, c'est la question de la sécurité. Vous êtes bien informés de cette question. C'est une question qui est préoccupante, elle est persistante, elle est grave, elle a un coût, pas seulement économique, mais surtout, le coût humain très, très fort dans plusieurs pays. Et aujourd'hui, c'est quasiment toute la région qui est affectée. Et donc, il nous faut prendre en compte cette dimension, puisque ça pèse sur les États, ça pèse sur les finances publiques, ça pèse sur la capacité des États à fournir les services de base à la population. Et donc, ce n'est pas une contrainte nationale, c'est une contrainte régionale. Donc, il faut une réponse régionale à cette question. Mais nous allons approfondir un peu plus dans la présentation donc, cette question. La croissance, on l'a vu, a été soutenue par, comme je l'ai dit, la hausse des matières premières. On a donné un peu quelques éléments sur les principales matières premières d'exportation de notre région, le pétrole, le cacao, le coton et l'or. Et lorsqu'on regarde donc l'évolution, on se rend compte que la plupart de ces produits, ces matières essentielles pour le soutien de nos économies, donc les prix de ces matières sont en hausse, que ce soit le coton, l'or, le pétrole, je l'ai évoqué un peu plus, ainsi que le cacao. Donc c'est une bonne tenue. Il nous faut tirer avantage donc, de cette direction favorable donc, des cours de ces matières premières pour évidemment en faire le meilleur usage. Quand on regarde l'inflation, là également la situation est positive parce que en 2018, on sent que nous avons une baisse des pressions inflationnistes. On était à près de 14% en 2017 et les pressions inflationnistes en 2018 ont baissé 10%. Et en 2019, les estimations provisoires, en tout cas les projections montrent qu'on va encore baisser. Donc ça veut dire que nous sommes, comme je l'ai situé au départ, dans la bonne dynamique, dans la bonne tendance. Il faut que nous poursuivions ces efforts pour que nous puissions ramener l'inflation à des niveaux encore plus bas, puisque ça affecte nécessairement le pouvoir d'achat et la compétitivité de nos économies. Nous avons 4 pays qui sont dans l'intervalle de la convergence de la CEDEAO, l'intervalle est de 5 à 10%. Donc, il faut qu'effectivement, au niveau de tous les États, les efforts qui sont déjà en cours, puisque j'ai indiqué que la dynamique est positive, qu'il y ait beaucoup plus de pays en 2019 qui soient dans cet intervalle. Les finances publiques dans nos États, comme je l'ai évoqué, sont affectées nécessairement par les questions de sécurité qui absorbent une partie croissante des dépenses budgétaires. Et donc, quand on voit un peu les déficits en 2018 par rapport à 2017, il y a une légère détérioration puisqu'on passe à presque 2,9%. Là, des efforts doivent être faits également dans la mobilisation des ressources. Mais ce qui est intéressant de noter, c'est qu'il y a quand même 6 États qui sont en dessous du seuil de
déficit de 3% contre 4 en 2017. Donc ça veut dire qu'également là, nous sommes dans une tendance, une dynamique positive. Donc c'est à vraiment d'encourager les États qui sont tous en train de faire des efforts dans un contexte difficile, donc à poursuivre parce que c'est un élément clé de la convergence, comme évoqué plus haut, puisque c'est un des critères de convergence essentiels, un des programmes majeurs que nous avons, qui est la création de la monnaie unique. Alors la dette publique dans notre région, 32,1% en 2018, sensiblement équivalent à ce qui a été observé en 2017. C'est vraiment là également positif, parce que vous savez que le seuil internationalement reconnu et qui est utilisé par la CEDEAO, c'est de 70%. Donc nous avons encore une marge de protection au niveau de l'endettement, mais nous devons être très prudents pour ne pas limiter nos marges de manœuvre demain. Donc, parce qu'il y a quand même notre pays qui ont des efforts à faire pour revenir vers ce taux maximum d'endettement. On avait 4 pays en 2017 qui étaient au-delà, aujourd'hui il y a 5 pays. Donc ça veut dire que globalement, au niveau de la région, oui, c'est bon, mais il y a des efforts encore à faire au niveau de certains pays. Ça, c'est pour vous donner un peu rapidement donc, un aperçu donc, de la situation et de l'environnement sur le plan économique dans notre région. Maintenant, je vais passer aux affaires, questions politiques au niveau de sécurité. Au niveau politique, les processus, il faut le dire, démocratiques et de bonne gouvernance, d'une manière globale, ce qu'on a observé dans la région, c'est qu'il y a eu quand même des tendances très favorables. Vous avez noté, vous avez participé pour certains d'entre vous au processus électoraux, les élections présidentielles au Nigeria, au Sénégal en février 2019, après les élections parlementaires au Togo en décembre 2018, et plus récemment les élections parlementaires en Guinée-Bissau. Vous avez suivi ça de très près. Le fait que ces élections se soient tenues de manière satisfaisante dans l'ensemble, je pense que c'est un signal fort que nos processus démocratiques et de bonne gouvernance sont dans la bonne direction. Bien sûr, rien n'est parfait, mais au moins nous sommes dans une dynamique que nous devons continuer à renforcer et donc à continuer à soutenir. Nous avons également mené des actions de médiation et de facilitation dans des pays où il y a eu des besoins. Il y a eu au Mali, après l'élection présidentielle au milieu de l'année, l'élection présidentielle s'est très bien passée également. Nous avons continué, nous continuons jusqu'à aujourd'hui à poursuivre les questions de la médiation et la facilitation en Guinée-Bissau, après les médiations de 2018 au Togo, et très récemment au Bénin, dans le cadre donc de la préparation des élections parlementaires. Nous continuons à déployer notre système d'alerte précoce. C'est bien sûr lié à l'évolution sécuritaire que nous avons évoquée. Nous avons, comme nous l'avons indiqué lors de notre dernier passage, 5 pays pour lesquels nous avons le dispositif en place et qui fonctionne. Nous sommes en train de déployer 5 autres dans 5 autres mécanismes, au Nigeria, en Sierra Leone, en Guinée, Togo et en Gambie. Et nous sommes en cours de recherche de financement pour finaliser donc, le déploiement dans toute la région. Et nous avons des bonnes perspectives, mais nous préférons attendre que tout ça se concrétise avant d'en faire état lors de notre prochaine, nous espérons, notre présence ici. La sécurité, c'est aujourd'hui le grand défi de notre région. Je crois que vous êtes bien informés de cela. Notre région fait face à une très forte pression sécuritaire, une recrudescence extrêmement forte, donc des attaques terroristes, entraînent parfois également des conflits intercommunautaires, des tensions entre les mêmes, avec des attaques comme on l'a noté il y a quelques jours au Burkina et au Niger,
contre les communautés religieuses. Et donc plusieurs pays sont fortement affectés, mais la pression sécuritaire commence à maintenant s'étendre vers le pays côtier, et donc ça veut dire que c'est toute la région qui est prise. Déjà, vous le savez, les pays côtiers ont déjà pris les dispositions pour essayer donc de faire face à une menace qui est quasiment déjà actuelle. Et donc, c'est un défi global. Donc, il nous faut apporter une réponse régionale, une réponse globale. C'est une réponse qui doit s'inscrire dans la durée, parce que c'est une contrainte qui va être là, qui va nécessiter, bien sûr, ce qui existe déjà, c'est-à-dire un engagement très fort pour lutter contre ça, mais ça va aussi nécessiter des ressources. Il faut qu'on soit prêt à y faire face, des ressources internes pour pouvoir lutter efficacement contre ce fléau. Bien sûr, nous allons soutenir, nous avons déjà commencé, nous allons essayer de mobiliser la communauté internationale, mais il faut que nous soyons réalistes. Les questions de sécurité sont des questions d'existence, des questions de paix dans notre région. Nous devons faire face, nous devrons être prêts à faire des efforts financiers importants pour pouvoir éradiquer ces phénomènes qui déstabilisent les pays, qui déstabilisent le tissu social, qui fragilisent le pays et qui empêchent les pays, en tout cas compliquent la mise en œuvre des différents programmes de développement économique et social de nos pays. Donc c'est un effort collectif à partir d'une réflexion collective et à partir donc d'actions qui doivent être mises en œuvre. C'est un point qu'on pourra évoquer. Je sais que vous-même, vous y avez déjà pensé, que vous réfléchissez sur ces questions. Vous avez beaucoup échangé là-dessus. Mais j'ai estimé que c'était important d'en parler. On ne pouvait pas, sur une présentation de l'état de la communauté, faire abstraction d'une réalité aussi grave que nous vivons. Bien sûr, la CEDEAO continue à soutenir les processus de paix dans des pays frères, la Guinée-Bissau et la Gambie. Nos mécanismes d'intervention se poursuivent et nous espérons qu'avec la normalisation progressive, évidemment, la présence de ces forces va contribuer à mener le processus de paix jusqu'à leur fin. Alors, un des éléments forts également de notre intégration, c'est la libre circulation des biens et des personnes. Mais mai 2019, ça fait 40 ans que la CEDEAO, le traité a été signé. Et donc, comme je l'ai dit, fondé sur la libre circulation des biens et des personnes, la création d'un marché unique, la création d'une union économique, un marché commun au sens plein du terme. Et donc, lorsqu'on regarde un peu l'évolution du commerce, lorsqu'on regarde un peu l'évolution de nos mécanismes qui ont été mis en œuvre sur la base des décisions des pères fondateurs et repris de manière systématique par les chefs d'État et de gouvernement, c'est-à-dire les instances dirigeantes de notre communauté, il y a eu évidemment des aspects très positifs. Les chiffres nous montrent que, bien sûr, notre commerce intra-régional, inter-pays, est en légère reprise, parce qu'il a baissé. Quand on voit les exportations intracommunautaires et les importations intracommunautaires, on voit qu'il y a une baisse jusqu'en 2017, mais on reprend en 2018. Donc c'est un bon signe. Il faut continuer donc à aller dans cette dynamique. C'est en ligne, évidemment, avec l'évolution de notre commerce international, qui lui-même a également baissé, mais est en train de reprendre. On sent que les chiffres de 2018, lorsqu'ils seront disponibles dans quelques semaines, confirmeront la tendance que l'on observe au niveau de l'année 2017. Donc, reprise de notre commerce international, pour les raisons qu'on a évoquées, puisque
4 produits majeurs d'exportation, savoir le pétrole, l'or, le cacao, le coton. On est dans une tendance de leur cours qui est positive, une dynamique favorable, qui se traduit par le commerce extérieur et qui se traduit également par des échanges un peu plus élevés au niveau intracommunautaire. Notre schéma donc, de libéralisation, donc l'union douanière, est également en amélioration. Nous avons aujourd'hui, en 2019, plusieurs entreprises qui intègrent le système de libéralisation des échanges, 51 en 2019. C'est-à-dire qu'on a 960 entreprises totales. Le nombre de produits également est en augmentation. Mais, malgré ces progrès, la réalité sur le terrain montre qu'il y a des efforts qu'on doit faire. Je crois que vous avez vous-même au niveau du Parlement, je voudrais vous remercier. Vous avez pris la mesure donc, de cette problématique, puisque l'année dernière, vous avez fait des missions sur le terrain. Vous vous êtes rendu compte de manière pratique, de manière opérationnelle, qu'est-ce qui se passe. Et en fait, il y a, d'après ce que nous-mêmes nous examinons, nous évaluons, c'est une application pas toujours adéquate des textes, les difficultés dans la reconnaissance des certificats d'origine. Souvent, nous sommes saisis par tel pays ou tel pays pour dire que voilà, nous avons un opérateur qui a du mal à la frontière à faire passer ces produits. Donc, nous devons intervenir et essayer donc de trouver des solutions. Nous avons des difficultés dans le fonctionnement des comités d'agrément au système de libéralisation des échanges. Donc là également, il y a des efforts à faire et aussi souvent une connaissance qui n'est pas toujours suffisante des exigences du système de libéralisation par les opérateurs. Vous savez que nous avons une task force qui est là, qui est en place pour nous aider dans la mise en œuvre donc, de ce dispositif et qui continue ses missions donc inopinées et monitoring dans les pays. Alors, nous avons un tarif extérieur commun, le TEC, et il est en application dans tous les pays de la CEDEAO, sauf dans un seul pays qui est le Cap-Vert. Donc, nous sommes en train, en accord avec les autorités capverdiennes, d'évaluer un peu donc, l'implication de la mise en œuvre, l'implication économique et financière de la mise en œuvre du TEC pour le Cap-Vert et à la fin de cette évaluation, bien sûr, nous ferons le point avec les autorités capverdiennes. Je ne sais pas si ça suit avec les autorités capverdiennes pour voir les dispositions à prendre éventuellement pour l'application du TEC au Cap-Vert. Je l'ai dit, 2019, c'est le 40e anniversaire du protocole sur la libre circulation des personnes dans notre sous-région. Et puisque le traité a été signé le 29 mai 2019, dans ce domaine, là également, je voudrais remercier le Parlement qui a fait également des tournées, voir, sensibiliser, parler aux populations, aux responsables dans les postes frontières pour justement renforcer ces dispositifs pour lesquels nous pouvons avoir un certain motif de fierté au niveau de la CEDEAO, parce qu'il y a quand même des progrès. Le voyage sans visa, je crois que ça c'est un progrès important. Ça n'existe pas, vous le savez, dans toutes les régions du continent. Et donc, mais il nous faut aller encore plus loin. Il faut rendre les mécanismes encore plus faciles pour nos frères et sœurs qui circulent dans la région. Nous avons mis en place les postes de contrôle juxtaposés, on va en parler dans les infrastructures, pour justement faciliter ces processus. Et nous espérons qu'avec le déploiement progressif des postes de contrôle juxtaposés en plusieurs frontières de nos pays, cette situation, nous l'espérons, va s'améliorer. Alors la carte d'identité biométrique reste encore un point sur lequel nous avons certains motifs d'insatisfaction, puisque à ce jour, nous avons 4 pays qui ont adopté la carte biométrique, donc de la CEDEAO, le Bénin, le Ghana, la Guinée-Bissau et le Sénégal. Et nous pensons que c'est important parce que ça peut être un frein à l'objectif, ça peut limiter la mise en œuvre de la libre circulation. Donc nous comptons également sur vous
pour relayer le message auprès de vos autorités pour que le processus de mise en place des cartes d'identité biométriques soit rapidement déployé. Au niveau de nos engagements extérieurs en matière de commerce, comme vous le savez, nous faisons partie, en tant que région de la zone du libre-échange continental africaine. Alors, à fin avril 2019, 52 pays sur les 55 que compte le continent africain ont signé l'accord et 23 pays ont déposé les instruments de ratification. Le quorum était donc de 22 pays, et donc ce quorum ayant été atteint, l'accord de la zone de libre-échange du continent va entrer en vigueur en mai 2019, c'est-à-dire à la fin de ce mois. La CEDEAO, donc nous avons 13 États membres qui ont signé l'accord de libre-échange continental. Il y a 9 États qui ont déposé les instruments de ratification. Donc nous sommes en train de travailler avec toutes les parties pour toutes les questions, puisque une fois qu'on a signé que l'accord est en vigueur, c'est une étape fondamentale, importante, mais après, une partie technique très importante qui s'amorce, donc c'est toutes les questions d'offres, de tarifs, de services, donc pour les négociations qui sont plus spécifiques. Et donc nous nous préparons au niveau de la Commission, avec les États membres, donc cette partie. Alors, nous avons l'accord de partenariat économique avec l'Union européenne, qui est un sujet que vous connaissez également bien. À la fin du mois d'avril 2014, on a 14 pays qui ont signé l'accord, et donc qui n'est pas encore en vigueur. Mais fait nouveau, qui est important à mentionner, c'est qu'il y a 2 pays qui ont signé des accords intérimaires, puisque l'accord global n'étant pas encore en vigueur, donc 2 pays ont signé des accords intérimaires, c'est la Côte d'Ivoire et le Ghana. Alors l'accord intérimaire de la Côte d'Ivoire est entré en vigueur le 1er janvier 2019, et celui du Ghana devait entrer en application le 1er janvier 2020. Donc ce sont les développements que nous suivons de très près, pour justement voir comment prendre en compte toutes ces évolutions dans le cadre de notre schéma de libéralisation de nos échanges. Au niveau sectoriel, nous avons un ensemble de programmes. Comme je l'ai dit, je vais présenter seulement et donner quelques lignes directrices. Les commissaires seront à votre disposition dans le cadre d'un calendrier conjoint pour donner plus de détails, plus de précisions, puisque c'est des domaines qu'ils gèrent au quotidien, donc ils pourront répondre de manière plus détaillée à toutes vos préoccupations. Au niveau du secteur privé et de l'industrie, nous avons le Code régional des investissements qui a été adopté en 2019. C'est un instrument important parce que si nous avons l'union douanière, la libre circulation des biens, la libre circulation des personnes, il faut que, donc libre circulation des biens, donc sans tarif entre nos pays, il faut que nécessaire que le dispositif d'incitation à l'investissement soit harmonisé dans la région pour éviter qu'il y ait donc des